Bienvenue dans votre émission Face à l'élite, votre rendez-vous de chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de cette actualité. La C64 exige un procès équitable pour Minako et Chadari du PPRD, émettant son échéance du 15 août prochain. Justice ou nouveau rapport des forces avec le pouvoir. Pour en parler, j'ai reçu pour vous un invité ici sur plateau, notre élite d'aujourd'hui, Ambroise Mamba, qui est un journaliste à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Roger, bonjour également à ce grand public de Face à l'élite. Comme je l'ai dit, vous êtes un journaliste, vous êtes chercheur en politique. Alors nous voulons savoir de quoi ils sont accusés réellement Minako et Chadari. Bon, me poser directement la question de savoir de quoi ils sont accusés est un peu brisque pour moi parce que je ne crois pas avoir toutes les données liées à leur interpellation, détention, parce qu'il s'agit de la détention qui se prolonge plusieurs mois déjà. Mais vous savez que au lendemain des événements politiques et sécuritaires que nous avons connus au pays, les services ont travaillé et ils ont mis la main sur Emmanuel Ramazani Chadari et Aubin Minako. Le premier est secrétaire permanent du PPRD, le deuxième est vice-président du PPRD, vice-président après Joseph Kabila, bien entendu. Et ils ont été détenus pendant plusieurs jours. 200 jours, c'est long. 200 jours, donc plus de 6 mois. Plus de 6 mois qu'ils ont été détenus. Alors, on leur reproche l'atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est l'infraction. En fait, l'infraction qui est retenue à leur charge, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. Mais il faut entrer maintenant en détail pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on leur reproche. Il y avait tellement beaucoup de rumeurs à l'époque, des rumeurs par rapport à la situation de Mobondo. Vous vous rappelez de ce qui se passe dans le plateau des Batéké. Il y a quand même ces tueries liées au phénomène Mobondo. Il y a également une certaine ramification avec la rébellion de l'AFC M23. Vous savez que Joseph Kabila a été condamné par la justice militaire congolaise. On lui reproche d'avoir un lien avec l'AFC M23. Joseph Kabila est le président du PPRD. Alors, que les services aient pu déceler quelque chose, donc c'est peut-être normal qu'il soit détenu. Mais quand la C64 demande la tenue d'un procès équitable, ça c'est des bonnes guerres, c'est légitime. C'est légitime parce que la C64, en tant qu'une coalition de l'opposition, souhaite que le pouvoir ne procède pas par l'arbitraire, souhaite que le pouvoir ne procède pas par des règlements de comptes politiques. Parce que la C64 souhaite que ce soit un procès judiciaire et équitable au lieu que ce soit un procès politique. Mais tout part de quoi ? Tout part de quoi dans cette affaire de Chadari et Minako? Tout part de ce qui s'est passé après les élections de 2023. Avant même les élections de 2023, rappelez-vous que lors des élections de 2018, il y avait une coalition au pouvoir, le FCC et le CACH. Le FCC de Joseph Kabila et le CACH de Félix Tshisekedi. Il y avait cette coalition. Après cette coalition, il y a eu justement ce renversement de la majorité qui a fait pourrir le climat entre les deux alliés, le FCC et le CACH. Alors, rappelez-vous que plusieurs fois, Joseph Kabila recevait les sociétaires du FCC à Kingakati, des rencontres au cours desquelles il disait à ses collaborateurs, nous ne devrions pas participer aux élections de 2023, nous devrions résister. Nous devrions résister. Parce que le mot résistance est sorti plusieurs fois de la bouche de Joseph Kabila lorsqu'il recevait les sociétaires du FCC à Kingakati. Nous devrions résister. Je me rappelle même à l'époque, j'ai pu publier une tribune que j'avais intitulée « Le PPRD veut reconquérir le pouvoir, mais pas par la démocratie électorale, ni par la révolution armée. »
j'avais titré cette tribune de cette manière. Pourquoi? Parce que le PPRD disait qu'il n'est pas dans la révolution armée, mais il ne participe pas non plus aux élections de 2023 pour reconquérir le pouvoir. Et je me posais la question de savoir comment le PPRD peut reconquérir le pouvoir s'il ne passe pas par la voie électorale, s'il ne passe pas non plus par la révolution armée, parce qu'à l'époque, il y avait déjà le M23 qui avait ressurgi. Donc, c'est tout ce contexte dans lequel on se retrouvait dans un conflit et un bras de fer politique entre le PPRD et le pouvoir. Vous vous rappellerez que à la suite de la présidentielle de 2023, à laquelle n'avait pas participé le PPRD, il y a eu des jeunes du PPRD qui se sont retrouvés à l'est du pays pour se rallier à l'AFC de Corneille Nangaa. On a vu beaucoup de jeunes du PPRD aller. Déjà, à l'époque, Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, disait que non, ils y sont à titre personnel, à titre individuel. Le PPRD n'y est pour rien. Donc, c'est tout ça qui fait que quand les services travaillent, vous n'allez pas quand même tromper, vous pouvez tromper le Congolais lambda, mais vous n'allez pas tromper des services de renseignement qui ont la logistique, qui ont le matériel pour tracer, pour traquer et pour prendre des informations. C'est peut-être pour cela qu'ils se retrouvent aujourd'hui devant les ennuis judiciaires. Chadari et Minakou, ils se retrouvent aujourd'hui dans les ennuis judiciaires. Parce que là, il y aurait un lien établi entre eux et la rébellion. Ou les Mobondo. Ce sont des choses qui se disent. Mais il faudrait que ce soit confirmé. Il faudrait que ce soit confirmé sur base de preuves à ce moment-là. C'est pour cela, je crois, la C64 exige un procès équitable. Alors, on se pose la question, si c'était le genre du pouvoir qui était accusé de ces crimes, est-ce que la C64 exigerait aussi un procès équitable? Bon, vous savez qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. On ne se fait pas de cadeaux en politique. La C64 fait l'opposition. La C64 n'est pas là pour ménager le pouvoir, non. La C64 ne ménagera pas le pouvoir. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un de l'Union sacrée qui est pris main dans le sac, dans ce genre de forfait, la C64 va appuyer sur le bouton pour exiger effectivement qu'il soit condamné et non pas un procès équitable. À ce moment-là, la C64 va exiger la condamnation de ceux-là parce qu'il estime qu'ils viennent des rangs du pouvoir. Mais cette fois-ci, parce que la C64 sait que Chadari et Minakou viennent des rangs de l'opposition, elle exige un procès équitable. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des procès d'intention. On prête au pouvoir, je voulais dire, on prête au pouvoir les intentions de vouloir faire payer aux opposants, les maltraiter, les punir, ainsi de suite. C'est pourquoi la C64 exige un procès équitable. Mais s'il s'agissait de quelqu'un de l'Union sacrée, la C64 aurait appelé à sa condamnation pour montrer l'exemple aux autres qu'on ne devrait pas flirter avec l'ennemi ou porter atteinte à la sûreté de l'État. Donc, c'est des bonnes guerres en politique. C'est bonnes guerres. Et où nous amènera en tout cas ces procès? Bon, vous savez, il y a d'une part les éléments qui sont recueillis et de l'autre, la nécessité de décrisper le climat politique. Nous sommes en train d'aller vers la tenue d'un dialogue national. Vous savez que il y a plusieurs choses qui me viennent en tête en même temps. Lorsqu'on va dans un dialogue national, Roger, qu'est-ce qu'on va y évoquer? Qu'est-ce qu'on va évoquer dans un dialogue national? On va traiter des questions politiques. On va traiter des questions de gouvernance. Sécuritaire également. On va traiter des questions de sécurité. L'opposition va avoir une posture. Le pouvoir, une autre. Mais la posture de l'opposition face au pouvoir est souvent accusatrice. Elle est souvent accusatrice. Mais pour équilibrer les rapports de force, nous sommes là encore dans un contexte de rapport de force entre le pouvoir et l'opposition. Pour équilibrer le rapport de force, lorsqu'il faudra faire des concessions, l'opposition va présenter un certain nombre de choses, accablant le pouvoir.
Mais le pouvoir, à son tour, devrait aussi avoir des éléments pour équilibrer le rapport de force. C'est pour cela que je dis qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Rappelez-vous que Corneille Nangaa est déjà condamné à mort. Joseph Kabila est condamné par contumace par la justice militaire congolaise. Il y a Chadari et Minakou qui sont détenus. C'est pendant leur détention qu'on parle du dialogue. Est-ce que vous pensez que le pouvoir va faire confirmer la thèse selon laquelle leur arrestation aura été politique? Non. Le pouvoir ne va pas faire ça. Le pouvoir va aller jusqu'au bout avec l'instruction judiciaire de cette affaire, jusqu'au bout, pour intégrer peut-être les aspects politiques par la suite. Parce que si tout de suite le pouvoir intégrait les aspects politiques, en disant non, Chadari et Minakou, vous pouvez sortir, eh bien ça confirme la thèse selon laquelle ils ont été politiquement arrêtés et le pouvoir peut se faire aussi attaquer en justice, même au niveau international. On peut dire au pouvoir, non, vous avez attaqué arbitrairement ces deux politiciens, vous n'avez pas organisé un procès contre eux, eh bien vous les avez détenus pendant 200 jours, c'est de l'arbitraire, vous devez les dédommager, par exemple. C'est pourquoi le pouvoir veut aller jusqu'au bout de sa logique. Il demande, bien entendu à travers le ministère de la Justice, de pouvoir instruire l'affaire, on tient un procès, s'ils sont acquittés, ils sont acquittés, s'ils sont condamnés au regard des éléments de preuve, ils sont condamnés. Maintenant, la tenue du dialogue, ça c'est une autre affaire. Ça c'est une autre affaire. À ce moment-là, même pendant la tenue du dialogue, je vous parlais tout à l'heure des armes, d'équilibrage des rapports de force entre le pouvoir et l'opposition. Ça signifie qu'à ce moment-là, autour de la table du dialogue, l'opposition peut dire au pouvoir, non, nous souhaitons ceci. Vous avez fait ceci. Vous avez mal agi. À tel niveau, l'opposition peut accuser et accabler le pouvoir. Mais au moment de faire des concessions, le pouvoir doit aussi avoir une arme à brandir à l'opposition. Et l'une des armes du pouvoir à brandir à l'opposition, c'est peut-être la condamnation. Vous n'allez pas me dire que Joseph Kabila qui est condamné, Corneille Nangaa qui est condamné, si Chadari et Minakou le devenaient aussi, vous n'allez pas me dire que quand on va leur brandir ça comme arme, ils ne vont pas faire des concessions. Ils vont faire des concessions. Parce qu'on va dire, bon, écoutez, vous demandez ceci. Ok, nous sommes d'accord, nous allons vous le donner. Mais regardez, vous aussi vous êtes condamné. Joseph Kabila, Corneille Nangaa, vous êtes condamné à mort. Dans l'hypothèse où Minakou et Chadari seraient aussi condamnés. Vous aussi vous êtes condamné à telle peine, par exemple. Alors, suite à cela, nous vous demandons aussi telle concession. C'est comme ça que les concessions que l'on s'est fait autour des tables dépendent du rapport de force qui existe entre le pouvoir et l'opposition. Et c'est des bonnes guerres. Mais il y a quand même cette tenue du dialogue qui est en train d'arriver. On est en train de plaider pour la décrispation politique, du climat politique. On a vu Olivier Kamitatou annoncer la récupération de son passeport. Il a dit que depuis 2021, il n'a pas son passeport congolais et qu'il l'a enfin récupéré. Ça veut dire que quelque part, il y a des mesures de décrispation politique qui sont prises pour qu'effectivement, ce sont des mesures de confiance. Ce sont des mesures de confiance. Il y a Délice Sangaki qui lui avait récupéré son passeport avant le voyage pour le Burundi. Il y a Chadari et Minakou. Au lieu qu'ils soient relâchés, ils font face à un procès. Je viens de l'expliquer. Il faut que la justice, la procédure judiciaire qui est enclenchée, aille jusqu'au bout. Pour que la politique ça va prendre combien de temps parce que... Non, je ne pourrais pas répondre par rapport au temps. Je ne pourrais pas répondre par rapport au temps pour savoir combien de temps ça pourrait prendre. Non, parce que c'est une procédure judiciaire. Ça dépend de comment le tribunal ou la cour, parce qu'ils sont justifiables devant la cour de cassation. Et il y a aussi cette affaire d'ultimatum donné par le président de la République, le pouvoir en place, l'opposition qui avait donné l'ultimatum. Les temps passent. Et là, dans quelques jours, le 15, c'est bientôt ici. Alors, comment ça va se passer si le président ou le pouvoir en place ne donne toujours pas sa réponse?
Alors, l'ultimatum de la C64 au président de la République, c'est pour l'inviter à prendre une ordonnance présidentielle convoquant le dialogue. C'est bien ça? C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Vous savez, l'opposition a fait quoi? La C64, il y a une phrase, j'estime que ça fait très mal au pouvoir, que Délice Sanga publie toujours sur son compte Facebook. Il dit: nous l'avons plaqué au sol. Amen. Qui est Délice Sanga, en s'adressant au pouvoir. Nous l'avons plaqué au sol. Amen. Quand est-ce qu'il a écrit cette phrase? Il a écrit cette phrase lorsque les chefs religieux, au sortir d'une audience avec le président de la République, ont annoncé la tenue d'un dialogue national inclusif. C'est comme ça que la C64 s'est réjouie de sa petite victoire. C'est une petite victoire, parce que la C64 avait appelé à la journée ville morte. La C64 avait intenté un procès contre le président de la République en déposant une plainte devant la Cour constitutionnelle, mais ce dépôt de plainte a été reporté. La C64 a organisé un sit-in devant le Palais du Peuple. Il y a eu des casses, des blessés par rapport à cette situation. La même C64 a projeté une marche le 8 juillet qui a été reportée vers le 22 juillet, qui enfin a été encore reportée pour donner une chance à la tenue du dialogue national. Mais lorsque, après le sit-in et en annonçant la marche du 8 juillet pour le palais de la Nation et demander la démission du président Tshisekedi, on a vu les opposants être invités au Burundi par le président Ndayishimiye. On a vu le président recevoir les chefs religieux pour leur dire qu'il qu'il levait l'option d'engager le pays vers le dialogue. Le dialogue national. Vers la voie du dialogue. C'est là que Délice Sanga dit: nous l'avons plaqué au sol. Amen. Amen. C'est une victoire pour eux. Une petite victoire pour eux. Nous l'avons plaqué au sol. Amen. Mais regardez maintenant le revers de la médaille. Lorsqu'ils se réjouissent d'avoir plaqué le pouvoir de Tshisekedi au sol à main nue, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le dialogue n'est pas convoqué, mais la Cour constitutionnelle va valider la loi portant organisation du référendum. Et lorsqu'ils ont reporté la marche du 22 juillet vers les palais de la Nation, vous avez vu cette division qui est née au sein même de la coalition 64. Alain Bolodjoa qui a claqué la porte. Au niveau de l'opposition dans son ensemble, le mouvement Sauvons la RDC a tiré à boulet rouge sur la C64. Les gens de Sauvons la RDC accusaient ceux des 64 d'avoir bouffé de l'argent pour reporter la marche. Il y a eu cette division au sein de l'opposition qui a affaibli l'opposition et qui la démobilise. Et cette division qui l'affaiblit, qui la démobilise en même temps, a fait que c'est un revers de la médaille, parce qu'à ce moment-là, c'est le pouvoir qui plaque cette opposition au sol. À main nue en même temps. Parce que j'ai lu aussi quelqu'un du pouvoir sur son compte Facebook qui a dit: opposition est à péter. Nous l'avons plaqué au sol. Et l'opposition n'aime pas cette phrase. Oui, justement. C'est des bonnes guerres en politique. C'est des bonnes guerres en politique. Alors, en même temps, l'opposition se sent démobilisée, affaiblie par les divisions internes. C'est là que la Cour redonne un peu un bouée de sauvetage à cette opposition qui était en train d'écouler en validant la loi portant organisation du référendum. C'est comme ça que l'opposition va dire: non, Monsieur le Président, nous vous donnons un ultimatum jusqu'au 15 août. Vous devez convoquer les dialogues. Parce que l'opposition s'est dit: si le président de la République convoque les dialogues, nous irons à ces dialogues, nous allons demander que l'on mette de côté les projets portant changement de la Constitution. C'est pourquoi ils ont fait des ultimatums au président de la République. Mais est-ce que ces ultimatums vont-ils payer? Est-ce que le président va-t-il convoquer un dialogue, ou bien le dialogue national inclusif, pour éviter la rue, pour éviter les manifestations? C'est ça la question. Pour éviter, c'est pas moi, des sit-ins ou des villes mortes? Va-t-il vraiment prendre
cette ordonnance? Je ne pense pas non plus. En tant que chercheur en sciences politiques. Vous ne pensez pas? Comment ça? Non, je ne pense pas. En politique, il y a l'ego. Il y a l'ego. Un président de la République, prendre une ordonnance présidentielle, convoquant le dialogue national, suite à l'ultimatum lancé par l'opposition, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, Roger. Alors, ils vont sortir alors. L'opposition va sortir. C'est serré une inversion des valeurs dans les cas de leadership politique. Ça signifie que le président est à la merci de l'opposition. L'opposition fait son ultimatum, il donne son ultimatum au président de la République, il lui dit d'ici le 15 août, si vous ne convoquez pas le dialogue, nous allons investir la rue, et le président qui prend l'ordonnance pour convoquer le dialogue. Là, le président va s'affaiblir, le pouvoir va s'affaiblir, et l'opposition va se renforcer. Voilà comment les choses se passent. Le président va faire comme ça. Il sait qu'il va convoquer le dialogue. C'est lui qui a invité les chefs religieux pour le recevoir à la Cité de l'Union africaine afin d'annoncer la tenue du dialogue national. Il sait qu'il va finir par prendre l'ordonnance présidentielle. Mais il ne peut pas le prendre sur demande pressante de l'opposition. Non. Ça serait l'affaiblir en même temps. Vous verrez le président de la République prendre l'ordonnance après le 15 août. Ça, je peux vous le confirmer. Vous verrez le président de la République prendre l'ordonnance présidentielle convoquant le dialogue après le 15 août. Donc, pas là, avant le 15 août. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le président de la République va dire, ok, vous me menacez là. Puisque vous me menacez, eh bien, je ne la prends pas, cette ordonnance, avant le 15 août. Faites ce que vous voulez, on verra. Et là, vous engagez un autre bras de fer. L'opposition, la C64 à ce moment-là, devrait avoir toutes les assurances du monde que politiquement, elle peut survivre par une manifestation, par un sit-in, par une marche, pour arriver à faire fléchir le pouvoir. Au cas contraire, c'est elle qui va couler. C'est pourquoi j'ai dit que c'est risqué. C'était risqué pour la C64 de faire des ultimatums, de donner des ultimatums au président de la République. C'est risqué. Si la C64 avait fait pression, elle n'a qu'à organiser juste une marche. Une marche, vous marchez, vous lancez une date, au lieu de dire nous vous donnons un ultimatum, si vous ne le faites pas, nous allons investir la rue. Il ne faut pas oublier, que le président de la République détient toujours l'impérium. On n'est pas en crise de légitimité de pouvoir, non. On n'est pas en crise de légitimité de pouvoir. S'il lui demande de prendre une ordonnance, c'est parce qu'il reconnaît qu'il a l'impérium du pouvoir. C'est lui qui décide. Nous sommes en pleine mandature. On n'est pas au-delà de 2028. Vous avez dit que... C'est effectivement à ce niveau-là qu'il y a un problème stratégique au niveau de la C64. Vous avez dit que la C64 devrait juste organiser une marche. Est-ce que vous pensez que nous, le pouvoir en place, allait permettre cette marche? C'est différent à ce moment-là. Non, mais ils ont organisé le sit-in. Ça n'a pas été permis. Je vous rappelle qu'ils ont organisé le sit-in. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, avait délocalisé le sit-in vers le terrain à Sosa. Mais ils n'ont pas obtempéré. Ils ont organisé leur sit-in devant le palais du peuple. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, il y a toujours ce bras de fer entre l'opposition et le pouvoir, de considérer que soit vous obtenez l'autorisation, soit vous ne l'obtenez pas, ainsi de suite. Et l'opposition, à son tour, dit non, nous n'avons pas besoin de l'autorisation, nous vous informons seulement parce que nous sommes dans le régime d'information. Il y a toujours ce débat-là qui a toujours existé depuis très longtemps, même sous le règne de Joseph Kabila. Donc, c'est des bonnes guerres qui existent. L'opposition, au lieu de faire des ultimatums, elle ne devrait qu'à organiser une marche pour qu'on voie ce qui va arriver. Mais ce qui est vrai est qu'enfin, le pays va être engagé sur la voie du dialogue. Le départ de quelques membres de la C64, notamment, vous avez cité le nom de Alain Bolonjoa. Alors, est-ce que vous pensez que non, ces départs-là vont encore fragiliser de plus en plus l'opposition congolaise? Oui, ça fragilise. Vous savez, la mobilisation, c'est quoi? La mobilisation, c'est en fait quelque chose qui découle de l'unité d'un groupe. Du groupe, lorsque le groupe est homogène, le groupe va se mobiliser, le groupe aura
des adhésions à ces appels, les gens vont adhérer aux appels du groupe. Lorsque quelqu'un comme Alain Bolodjoa quitte le groupe, il fait des déclarations, il accuse les autres leaders de la C64. Ça affaiblit. Non seulement ça affaiblit, ça démobilise en même temps. Lorsque vous allez engager, lorsque vous allez engager la population à adhérer à votre appel à la marche, par exemple, vous verrez que ça n'aura pas du même répondant qu'au début. Ça n'aura pas du même répondant qu'au début. C'est-à-dire que lorsque j'ai appris, par exemple, qu'au niveau du mouvement Sauvons la RDC, il y en a qui disaient, si vous appelez encore à la marche, nous serons le premier à demander à la population de ne pas venir. Donc la confiance diminue. La confiance diminue. Là où vous devriez avoir 100 participants à la marche, c'est un exemple que je donne, là où vous devriez avoir 100 participants à la marche, vous n'en aurez peut-être que 50 ou 70. Ça signifie que les départs de ces autres acteurs politiques de l'opposition, de la coalition, fragilisent la coalition, elle l'affaiblit, et ils l'affaiblissent, et puis, je parle des départs au pluriel, donc ils l'affaiblissent, et puis ils démobilisent en même temps les combattants. Donc, et à ce moment-là, c'est dans l'avantage du président Tshisekedi. Il faut qu'il retravaille encore sur la confiance, pour retrouver la confiance, et puis mobiliser pour faire pression sur le pouvoir. Voilà, nous avons suivi une vidéo qui circule là sur la toile, je ne sais pas si vous l'avez vu. Nous avons vu des combattants de l'UDPS qui réclament leur prise en compte dans les nominations à l'IPN. S'agit-il d'une revendication légitime ou de militants ou juste ils sont en train de faire de bras de fer inutiles? Bon, j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo sur la toile des combattants de l'UDPS, là-bas à l'UPN, qui ont brûlé des pneus. J'ai pas très bien compris, je maîtrise pas très bien le dossier, mais j'apprends. J'apprends qu'ils réclament, ils réclament leur prise en compte dans les nominations. Et les nominations beaucoup plus dans les comités de gestion de l'Université pédagogique nationale UPN. Parce qu'ils estiment qu'ils ont combattu longtemps, ils ont aussi droit à des postes de travail pour se retrouver et se refaire une santé financière. C'est légitime ça. Mais le problème, c'est que la manière de le faire me dérange un peu. La manière de le faire me dérange. Ils ont un secrétaire général du parti. Ils ont un président par intérim du parti, Augustin Kabouya, qui fait d'ailleurs très bien son travail, parce qu'il lui arrive de tenir de matinées des causeries morales. Je voudrais utiliser son propre terme. Il tient des causeries morales. Il réunit beaucoup de combattants de l'UDPS pour communiquer, pour donner la position officielle du parti, ainsi de suite. Et le parti a tellement beaucoup de combattants. Est-ce que vous vous rappelez que dernièrement, le président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a fait une déclaration un peu polémique sur la cogestion du pays par le régime de l'Union sacrée et non le régime de l'UDPS. Il a dit que j'entends dire que c'est le régime de l'UDPS. Non, ce n'est pas le régime de l'UDPS. C'est le régime de l'Union sacrée. Si vous voulez appeler le régime de l'UDPS, il faudrait que tous ces gens tous ces alliés, ce sont des alliés, de l'Union sacrée, qui appartiennent à d'autres formations politiques, démissionnent pour laisser leur poste exclusivement à l'UDPS. À ce moment-là, je serais d'accord que vous puissiez appeler ça le régime de l'UDPS. Il y a un message indirect à ces jeunes-là qui manifestent dans cette vidéo. Ceux qui réclament leur prise en compte dans le comité de gestion de l'UPN, dans les nominations par exemple. Ils disent qu'ils sont prêts à tout. Ils disent que non, ils se sont battus pour le président Tshisekedi. Il y a un message indirect. C'est quoi le message indirect à ce jeune? Le gâteau devient petit. Nous sommes tellement nombreux. Nous sommes tellement nombreux parce que nous partageons les gâteaux avec nos alliés. La constitution du pays ne nous permet pas à nous seuls d'avoir la majorité.
au Parlement. D'ailleurs, quand on organise les élections législatives, on ne vote pas parti, on vote individu. Le fait qu'on vote individu prive à l'UDPS la majorité absolue des 250 plus 1, 251 députés à l'Assemblée nationale, pour que l'UDPS organise seul son gouvernement. Mais l'UDPS se retrouve dans l'obligation de composer avec les autres pour dégager la coalition majoritaire. C'est comme ça que l'UDPS se retrouve avec l'Union sacrée de la nation. Il y a d'autres partis politiques. Mais non, les postes qui devraient revenir à l'UDPS ne sont pas à l'UDPS. Ces postes reviennent à d'autres alliés des autres formations politiques. À ce moment-là, le gâteau devient petit, on donne du travail à certains, mais d'autres n'en ont pas. C'est impossible de donner à tout le monde. Mais comme ces gens-là, ils sont peut-être attendus pendant longtemps, parce Oui, qu'ils ont dit dans les revendications qu'il y a des nominations tout le temps. Je voudrais qu'on parle de cette question en termes de nombre. Vous avez combien de combattants de l'UDPS à travers le pays? C'est combien? Combien de combattants de l'UDPS à travers le pays? Ils sont tellement nombreux, les combattants de l'UDPS. Vous avez combien de mandataires de l'UDPS au gouvernement et dans les entreprises publiques? Faites maintenant la proportion. Faites la proportion. Combien de mandataires de l'UDPS dans des partis? Combien de postes à pourvoir? Ça, c'est très important. Ce n'est pas que quand un mandataire de l'UDPS débarque dans une entreprise publique, il trouve des postes vacants. Non. D'ailleurs, toutes ces entreprises sont déjà remplies du personnel. Joseph Kabila est parti, le PPRD avait déversé beaucoup de gens dans des entreprises publiques. L'UDPS arrive. Est-ce qu'elle trouve des places suffisantes dans les entreprises? Mais non, il n'y en a pas. C'est dans ce contexte que ce parti va chercher maintenant à caser les uns les autres, là où il trouve la possibilité. Oui, ils ont raison de réclamer qu'ils soient pris en compte. Mais ils ont tort de brûler les pneus. Que devez-vous faire Ils ont tort de brûler les pneus. Que devez-vous faire? Ils doivent aller vers leur parti. Il y a un secrétaire général du parti, président intermédiaire du parti, Augustin Kabouya. Ils doivent demander une audience, poser leurs problèmes. Certainement, ils l'ont fait. Peut-être qu'ils ne sont pas patients par rapport à la réponse qui leur avait été réservée. Il ne peut pas brûler les pneus. Ça donne une mauvaise impression que celui qui est à la tête du parti ne fait pas bien les travaux. Pas seulement il ne fait pas bien les travaux, mais il les néglige. Ça donne une mauvaise impression. Pourtant, il y a une évidence qu'il n'y a pas suffisamment de postes vacants dans les entreprises publiques. Qu'il n'y en a pas suffisamment. Mais on essaye de donner à chacun ce qu'il a. On essaie de donner à chacun ce qu'il peut avoir dans la mesure du possible. C'est très important. Dans la mesure du possible. Et moi, je ne voudrais pas soutenir le fait qu'ils puissent brûler des pneus parce qu'ils troublent l'ordre public. Ils donnent l'impression de soutenir le président de la République. Alors, parce qu'ils disent dans la vidéo qu'ils soutiennent le président de la République. Mais en même temps, ils brûlent les pneus. Est-ce que c'est le président qui les envoie de brûler les pneus? Parce qu'il y a une mauvaise réputation derrière ça. Une mauvaise réputation contre le président. On va dire, mais monsieur le président, ce sont tes combattants qui troublent l'ordre public. Et surtout qu'ils ont dit qu'ils sont prêts. Alors, s'ils doivent servir le président, ils doivent s'interdire de troubler l'ordre public, mais de présenter leurs revendications au niveau du parti de manière officielle. Je pense qu'ils seront reçus et ils pourraient même avoir gain de cause. Sinon, l'UDPS, il y a toujours des guéguerres, on a toujours entendu les guéguerres de l'UDPS là-bas au sein de l'UDPS. Avec tout ça, ça nous montre que non, il y a de malentendus aussi de l'UDPS en fait. Je sais pas, la situation de l'UDPS ne devait plus surprendre. Aujourd'hui, c'est un parti le plus démocratique que nous avons au pays. Est-ce que ce qu'il y a à l'UDPS, vous l'avez dans d'autres partis politiques? Est-ce que vous l'avez dans d'autres partis politiques? Par contre, ailleurs, il n'y a pas la vitalité démocratique. Ailleurs, c'est peut-être la dictature du président du parti. Mais ce qui se passe à l'UDPS n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un vieux parti de l'opposition qui a fait 37, 38 ans à l'opposition. Aujourd'hui, qui arrive au pouvoir. Mais qui a toujours été géré ainsi.
Et c'est un parti qui passe par des secousses, qui s'est reconstruit et qui résiste. Mais allez-y ailleurs. Est-ce que les secousses au sein de l'UDPS peuvent arriver au sein du MLC, au sein du PPRD, au sein des autres partis politiques, et que ces partis résistent? Je ne pense pas. On peut peut-être apprendre beaucoup de l'UDPS, mais je pense que ça les assagit. Ils sont assagis, mais le problème c'est qu'ils doivent être derrière le leadership du parti, incarné par Augustin Kabouya, pour qu'ils présentent leurs revendications et aller de l'avant. Vous avez vu, même les cadres à un certain moment qui se sont divisés. Il y en avait qui étaient pour Augustin Kabouya et d'autres pour Deo Bissou. Vous avez vu comment ils ont été tous rappelés à l'ordre et ils se sont rangés derrière le leadership du parti, incarné par Augustin Kabouya. Vous avez vu maintenant Deo Bissou qui a dit non, nous allons travailler pour le bien-être du parti, pour le bien-être de notre pouvoir. Nous nous engageons derrière Augustin Kabouya. Si les cadres peuvent faire ça, à combien plus forte raison les combattants? Je pense, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Un petit mot, un petit message à la population qui nous ont suivis depuis le début de cette émission et surtout cette affaire du procès exigé par la C64 des Obé Minakou et Chadari. Merci beaucoup. Bon, le mot de la fin, je suis très content de cette chaîne, Africa Monde Today. Africa Monde Today a fait que quand je passe, je partage des extraits dans les réseaux sociaux, c'est suivi, et les gens qui commentent, ils aiment quand même le beau plateau, ils aiment la belle qualité d'image que nous présentons. Bon, par rapport au procès, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres en politique. Qu'il y ait cette demande pour un procès équitable, oui, c'est des bonnes guerres. S'ils ne sont pas coupables, qu'ils soient acquittés, mais s'ils sont coupables, la justice pourrait les condamner. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Face à l'élite. Notre élite aujourd'hui, c'était Ambroise Mamba, avec qui nous avons passé cette émission. On a parlé du procès, de l'exigence de la C64 qui demande un procès équitable pour Minakou et Chadari. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.